Bonjour à tous, bonjour à toutes. Puisqu'aujourd'hui on parle de sobriété, je vais vous parler d'exactement l'inverse, à savoir l'ivresse. Et une ivresse en particulier qui sera l'ivresse poétique. En effet, il faut que je parle plus franchement. L'ivresse poétique. Et je vais commencer cette prestation par une phrase absolument grandiloquente, un peu facile, pas de la grande littérature. La phrase est la suivante, mais je l'étayerai. Les mots m'ont sauvé. Alors oui, c'est grandiloquent, mais c'est vrai. Il y a un an environ, un an tout pile même en fait, j'ai fait ce que j'appellerais, non pas une dépression, mais quelque chose qui est en tout cas la grosse déprime. Ce genre de moment où dans l'absolu tout va bien, chaque élément individuellement va bien, tout va bien, mais le tout ne va pas bien. C'est comme une forme de plénitude. On est dépassé par toutes ces émotions, mais c'est une plénitude de vide. On est plein, mais on est plein de vide. C'est bizarre. C'est aussi le genre de moment un peu inexplicable qui, un an plus tard, reste encore inexpliqué. Et c'est le genre de moment où on a deux solutions potentielles. Quand on est sous l'eau, on peut soit noyer les poissons, soit faire en sorte de le faire remonter à la surface. Et moi, ce sont les mots, c'est pour ça que je dis qu'ils m'ont sauvé, qui m'ont aidé à le faire remonter à la surface. C'est mieux comme ça. Les mots donc m'ont aidé à le faire remonter à la surface. Vous me direz, comment? J'y viens en répondant par leur sobriété et aussi par leur ivresse. Ce que je vais essayer de défendre devant vous aujourd'hui, c'est que les mots sont toujours sobres. Plutôt l'inverse, pardon, que les mots ne sont jamais sobres. Quand on est en école de commerce, c'est mon cas, et qu'on a un certain mal-être, parfois les vers vers lesquels on veut se tourner sont les vers d'alcool. C'est une forme de prédisposition naturelle aux écoles de commerce. On pense qu'un verre de rhum arrangé pourra venir tout déranger, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu la chance de connaître d'autres vers. Il y a un an tout pile, j'ai relu pour la première fois Baudelaire et Apollinaire, et là, les mots m'ont sauvé. Voilà. Je viens du monde des concours d'éloquence, ça se voit peut-être pas vu ce début de prestation. Je viens du monde des concours d'éloquence, et ce que j'aimais d'abord dans ça, je croyais, c'était la forme de grandiloquence qu'on y occupait. On prend l'espace, les gens nous regardent. Et il y a quelque chose, une forme d'ivresse de la parole, de tout ça. On est content d'être observé, une forme d'ivresse de l'ego, même, dans tout ça. Je crois que c'est ce que j'aimais. Le côté où on met un joli costume, on se fait plaisir avec des jeux de mots, et nos amis et les filles nous regardent, c'est sympa, c'est vrai. Là, il y avait l'ivresse. Et l'ivresse de l'excès. Et finalement, c'est dans la sobriété que j'ai trouvé quelque chose de plus profond. Et les mots m'ont sauvé, donc, comme je disais. Alors après ça, j'ai essayé moi-même, modestement, de contribuer à les sauver aussi. En écrivant de la poésie, en continuant les concours d'éloquence. J'en ai gagné quelques-uns, mais surtout perdu beaucoup. J'en ai créé un, et à chaque fois, j'ai toujours découvert la même chose. À savoir une part de moi. Les mots m'ont sauvé, et pour essayer de les sauver, je voudrais qu'on questionne un peu leur passé, notamment celui d'un mot, celui qui est à l'honneur aujourd'hui, à savoir le mot de sobriété. Questionner son passé, c'est questionner ses racines, et donc sa racine, la racine du mot sobriété, qui nous vient comme beaucoup de mots en français du latin, ebrietas, auquel on a rajouté un préfixe, SE, qui veut dire mettre à l'écart, ce qui est à l'écart, ce qui exclut. La sobriété, c'est ce qui nous exclut de l'ivresse. Mais pour ce qui est des mots, c'est étrange. Je veux montrer, comme je l'ai dit, que les mots n'étaient jamais sobres. Et justement, les mots ne nous mettent jamais en marge, les mots ne nous mettent jamais à l'écart. Au contraire, quand on parle, quand on écrit, c'est certes pour soi, mais c'est aussi pour les autres. C'est presque toujours pour les autres, même. Et donc les mots nous ressemblent dans un débat endiablé politique, comme dans un vers d'Apollinaire. Apollinaire qui disait que ses vers se brisaient en des éclats de rire. Les mots, toujours, touchent une forme d'universel. Ou en tout cas, les mots donnent du sel à l'univers. Une forme de saveur nouvelle. Alors non, malgré ce suffixe SE, les mots ne nous mettent pas à l'écart. Les mots ne sont jamais sobres. En cette exception-là, en tout cas. Et puis après, si on prend le cours de l'histoire, et de ce mot, sobriété, on arrive à la philosophie catholique et protestante, où la sobriété devient une forme de contenance de soi. Être sobre, finalement, c'est se refuser à la grandiloquence,
c'est de se refuser à l'excès de la présence, au bouillonnement, parfois. Être sobre, c'est être simple, finalement, dans cette acception-là, protestante notamment. Et là encore, je reviens pour l'éloquence, parce que c'est ma doctrine. On pense souvent que la personne éloquente, c'est celle qui crie, qui parle fort, qui dicte des choses puissantes, qui incarne une forme de virilité, ce qui est une absurdité. La vraie éloquence n'est pas l'éloquence de la forme, n'est pas l'éloquence de la verve puissante. Elle est l'éloquence de la simplicité. La vraie éloquence, les vrais moments d'éloquence, sont des moments où on est touché par les autres, par la simplicité d'un mot, par la sobriété d'un mot. Voilà. Pour le coup, les protestants ont raison. Il faut une forme de compense, parfois, quand on veut toucher les autres. À force de trop vouloir prouver qu'on est un orateur formidable, à force de vouloir crier, on perd les autres, parce qu'on perd le lien qui existe avec eux. Donc la vraie éloquence est une éloquence sobre. Mais qu'en est-il des mots dans tout ça? La parole éloquente est une parole sobre. Mais est-ce que les mots sont sobres? Non, au contraire. Parce que si l'éloquence est sobre, par contraste, par relief, ce sont les mots qui ressortent. Ce sont leur son et donc leur sens. Finalement, c'est en étant sobre dans sa manière de s'exprimer qu'on fait, comme par un jeu d'ombre et de lumière qui serait cher en Caravage, ressortir la puissance des choses, l'effervescence des mots, l'ivresse des mots. Là encore, les mots ne sont jamais seuls. Et puis, on en vient à une troisième forme d'acception de ce mot sobriété, son acception plus politique, qui là aussi à l'origine nous vient du protestantisme. On dit qu'être sobre, finalement, c'est moins consommer. Et dans cette idée politique qui s'est affirmée ces dernières années, même ces derniers siècles en réalité, de la sobriété, l'idée serait que, en consommant moins, on aurait aussi davantage de temps pour le reste, pour retrouver le goût de la famille, le goût aussi de l'art et donc des mots. Voilà donc la nouvelle sobriété. Mais le problème avec ça, c'est que de plus en plus on se cache aussi derrière la sobriété. Tout devient sobre. Les moteurs deviennent sobres. Les avions deviennent sobres. Les voitures deviennent sobres. Tout devient sobre et finalement, dans cette idée qui était au départ de moins consommer, on consomme autant mais on consomme sobre. On voulait prendre le contre-pied des excès capitalistes, on a réussi à renverser la balance parfois. Qu'en est-il des mots dans tout ça? Simplement, la question qui se pose de manière sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut avoir des mots puissants dans une vie très sobre? Je m'explique. Barbara chantait en parlant de Verlaine et Rimbaud, qu'on n'écrit pas de poèmes quand on ne boit que de l'eau. Apollinaire appelait son recueil alcool. Baudelaire faisait l'éloge de l'opium. Finalement, est-ce que dans une vie sobre, on parle d'alcool, de consommation, de contenance de soi, toutes les exceptions qu'on souhaite du mot sobre, est-ce que dans une vie sobre, on peut trouver l'intensité suffisante pour avoir des mots puissants? C'est complexe comme question. Et la réponse, je crois qu'elle se trouve dans un seul mot, à savoir l'intensité. Il y a, dans la simplicité de la vie et dans sa sobriété, une forme d'intensité parfois à retrouver. C'est ce que Lewis Carroll appelait, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, la plusvoyance, une forme d'adhésion sensuelle au monde. Il s'agit de consentir aux choses, consentir au réel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? C'est quand on lit de la poésie, se replonger par exemple dans un certain texte de Baudelaire, de Charonne, dans beaucoup, voire la quasi-totalité des textes de Ponge, on trouve dans la description parfois d'un morceau de viande, banal, simple, parfois dégueulasse, quelque chose d'intense. Et c'est ça finalement que les mots nous apprennent. C'est qu'il y a dans la simplicité des choses, dans leur banalité, dans leur trivialité même, quelque chose de profond. C'est une question d'intensité. Et c'est pour ça que je disais que, en introduction, les mots m'ont sauvé. Parce que, quand on est plongé dans ce plein, qui, comme je disais, est un plein de vide, il faut parfois accepter de tomber dans le vide. Les mots sont une forme de vide. Ce sont une succession parfois de lettres, de lignes qu'on retrouve dans un dictionnaire. C'est un vide. Et quand on y trouve cette forme d'intensité nouvelle,
quand on y trouve cette forme d'adhésion sensuelle au monde et au réel, alors ce vide devient un vide, mais un vide tellement plein. C'est ça peut-être l'ivresse des mots dont parlait Apollinaire, c'est peut-être ça la sobriété heureuse dont parlait M. Rabhi. Les mots sont vides, terriblement vides, et c'est pour ça qu'on peut trouver en eux toute